T'es content, quoi. Monsieur Schuller, Clément, vous n'êtes pas juré mais professionnel de droit, vous êtes donc magistrat. Substitut du procureur de Montbrison dans la Loire, vous occupez ce poste depuis septembre dernier, c'est votre premier poste de substitut de procureur. Vous avez déjà requis devant une cour d'assises une fois. Combien d'années aviez-vous requis contre l'accusé? J'ai requis 10 ans. J'ai requis 10 ans de réclusion criminelle. Et combien le président a donné? Et la Cour a condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, même si je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer longuement, je ne suis pas, moi, un chaud partisan des jurys populaires. Je considère que le système du tirage au sort est un système archaïque. Je ne vois pas pourquoi les jurés tirés au sort sur les listes électorales seraient représentants du peuple français. Si représentants du peuple français il doit y avoir, que les jurés soient élus. On est aujourd'hui dans un système qui est pratiquement théocratique. On s'en remet à la main de Dieu pour désigner qui va être juge aux assises. Et cette main de Dieu... Mais est-ce que ce n'est pas le système le mieux adapté à une démocratie? Eh bien, moi ce n'est pas ma conception de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est fondé sur l'élection, c'est fondé sur la loi, c'est fondé sur la légitimité de la loi, et c'est fondé sur la légitimité de la loi qui est élue. Pas sur le loto. Voilà. Clément, on va regarder tout de suite le reportage qu'on a été tourné donc à Évry. Je pense que là, vous allez, comme nous tous, même si vous connaissez mieux ce genre d'affaires que tous ceux qui nous regardent ce soir, moi y compris, être un peu secoués par l'affluence qu'il peut y avoir dans un tribunal d'un département comme celui d'Essonne par rapport à celui où vous officiez. Je voulais juste dire une chose. Quand vous avez requis 10 ans, que la Cour a donné 12 ans à cette personne, vous avez considéré votre réquisitoire comme étant une victoire, enfin bon, le verdict comme étant une victoire ou une défaite? Je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti. En fait, lorsque j'ai requis, et c'est très immodeste de ma part de dire ça, je me suis trouvé très bon. Je me suis trouvé vraiment très bon, j'étais très fier de moi. Et lorsque j'attendais dans un petit bureau que la Cour délibère, On inclut le jury quand on dit la Cour? Oui, bien sûr. Et lorsque le verdict est tombé, lorsque les 12 ans sont tombés, c'est vrai que j'ai été un peu abasourdi. Vous avez été doublé par le juge, voilà, doublé par la Cour. Voilà. C'est fréquent qu'un avocat général soit doublé par la Cour? Ça arrive. Il m'est arrivé récemment de requérir 23 ans et l'accusé a pris 30 ans. C'est plus rare que le contraire? Oui, d'accord. On revient à M. Schuller pour finir. Oui, voilà, simplement pour dire qu'effectivement, je crois qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a un enjeu énorme aux assises. Il y a une implication personnelle du magistrat du parquet aussi dans le procès d'assises. Oui, mais je tiens à préciser qu'avant d'être président de cour d'assises, j'étais très mitigée sur les jurés. Moi, c'est l'exercice de ma fonction qui me fait dire que le système du jury, alors c'est peut-être pas le système idéal, je ne sais pas, mais est actuellement, en l'état de notre société, un très bon système. Système le mieux adapté donc à moi, notre je trouve système. Pas oublier qu'on juge au nom du peuple français et que nous, magistrats, on a une légitimité dont on pourrait parler, on n'est pas là pour en parler, mais je pense que les jurés, ils représentent effectivement ce peuple français dans lequel on juge. Et je crois que les associer à notre justice, d'ailleurs, c'est les faire pénétrer dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et quand ils nous parlent d'expériences extraordinaires, même difficiles, je crois que c'est quand même de la vie générale, et surtout, ça leur permet ensuite, dans l'avenir, d'envisager la justice de façon tout à fait différente. Et en attendant, on va voir comment ça se passe dans un tribunal où il y a vraiment beaucoup de circulation. Donc on a choisi, Clément, de tourner, non pas tourner dans votre tribunal, s'il ne se passe pas trop suffisamment de choses, c'est ce que vous avez gentiment dit, pas tous les jours en tout cas, mais un important palais de justice, important en termes de volume, celui donc d'Évry dans l'Essonne. Notre équipe a pu passer donc 2 jours au parquet, c'est-à-dire parmi les prévenus, leurs avocats et les procureurs. C'est un reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Pascal Caron. Bonjour, vous le déménagez s'il vous plaît. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, si vous le souhaitez. Bien, monsieur, vous êtes déféré devant le procureur de la République pour avoir, à Évry, le 28 novembre 1999, commis des violences sur concubins et sur personnes particulièrement vulnérables parce qu'elle est enceinte. Non, c'est pas sur ces faits... Excuse-moi. Sur ces faits, monsieur... Le code pénal prévoit que vous encourez une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et 500 000 francs d'amende. Ah, 5 ans, je ne veux pas faire 5 ans de prison. Enfin, 7 jours d'incapacité totale de travail, vous lui avez complètement explosé les dents. Déjà, qu'est-ce qu'elle racontait à la police, c'était injuste. Elle disait, soi-disant, qu'elle a passé la nuit avec moi, c'était faux. J'ai travaillé la nuit. C'est pas la question, monsieur. Je sais pas la question, monsieur. Je veux pas savoir pourquoi. C'est pas mon problème. Ouais. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est interdit
en France de frapper quelqu'un. Ouais, je sais. Que frapper sa femme, c'est une circonstance aggravante, et que frapper une femme enceinte, c'est une deuxième circonstance aggravante, parce que le code pénal la considère comme particulièrement vulnérable. Une fois que vous avez entendu ça, vous avez tout compris. Oui, j'ai tout compris. Bon. Il y a des choses bizarres sur le dossier, j'arrive pas à le comprendre. Moi, tout ce que je comprends, monsieur, c'est que vous lui avez cogné dessus. Ouais, je reconnais ça. Ben voilà. Alors, pour ces faits, monsieur, vous serez jugé le 27 janvier 2000 à 13h30 devant la 5e chambre. Bien, messieurs, vous l'amenez donc... Tribunal de grande instance d'Évry dans l'Essonne. Dans ce bureau, les auteurs d'infractions sont présentés aux magistrats du parquet, comme cet homme accusé d'avoir frappé sa concubine et désormais placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Ici, le substitut du procureur annonce aux prévenus les charges qui sont retenues contre eux, les peines qu'ils encourent, mais aussi la date de leur futur procès. Vous avez essayé de l'intimider là un petit peu, non? Essayer de lui faire comprendre Essayer de lui faire comprendre un minimum de choses. Bon, maintenant, je sais pas si ça a marché, on verra bien. On peut réagir un peu vivement sur la discussion avec la personne, ça on peut le faire. Lui dire ce qu'on pense de ce qui s'est passé, on peut le faire. Maintenant, sur le plan de la décision en elle-même, la décision, elle doit pas être prise en fonction de ce qu'on a ressenti, parce que sinon, on n'est pas des magistrats. Sinon, on est n'importe qui prend une décision n'importe comment. Dans le bureau voisin, un autre magistrat assure la permanence téléphonique. En ligne toute la journée avec les officiers de la police judiciaire, il dirige les enquêtes. Objectif, recueillir le maximum d'informations pour se forger une première opinion sur une nouvelle affaire. Oui. Je vous appelle au sujet de l'affaire. Oui, c'est la tentative d'homicide, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment une tentative d'homicide ou c'est plutôt des violences volontaires avec armes? On n'arrive pas à déterminer si elles avaient l'intention de tuer. Enfin, c'est 3 coups de couteau au niveau des reins, dans le dos quand même. Le médecin est formel sur le fait que ce soit des coups de couteau à l'origine? Ça, c'est ce que j'ai eu comme information samedi soir par le médecin du SAMU. Ok, bah écoutez, si vous me rappelez que s'il y avait un élément nouveau, sinon vous me déférez tout le monde à 17h avec la procédure et puis ça sera cadeau pour celui qui est de procédure chez moi. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Merci, au revoir. Ça va pas être une affaire évidente, hein, la tentative de... Enfin, c'est Aïda qui va la prendre ce soir. Oui. Et qui est de permanence ce soir, c'est toi? Parce que 17h, juge d'instruction, je crains que ça déborde un peu pour toi. Et nous, on est là seulement pour décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, dès lors que notre intime conviction, si vous voulez, mais en tout cas qu'il y a des éléments qui laissent penser que l'infraction a bien eu lieu, on poursuit l'affaire devant le tribunal, dès lors qu'il s'agit d'une infraction assez sérieuse. Et c'est le tribunal qui jugera. Nous, on est là simplement pour décider si on poursuit ou si on ne poursuit pas. Savini, c'est toi? Oui. Tu peux aller me chercher M. s'il te plaît? Je vous reproche un refus de vous soumettre aux vérifications relatives au véhicule, une rébellion et des violences volontaires sur AFP, c'est-à-dire personne dépositaire de l'autorité publique. Je leur ai dit c'est pour un contrôle, ils m'ont dit ouais c'est pour un contrôle. J'ai fait y a pas de problème, alors je vous suis. Je les ai suivis. Et j'arrive, on me dit rébellion, violence volontaire, je sais pas. Pourquoi est-ce que le policier il a 4 jours d'incapacité totale de travail? Je sais pas, parce que déjà quand je suis arrivé, ils m'ont remonté dans la camionnette. Le fonctionnaire en question, il a prononcé. Ouais, il m'a fait mal ce con, de ce qu'il a dit. Après, son chef il s'est retourné vers moi. Il fait tu m'as fait mal. Il a dit bah porte plainte contre lui pour couper bien sûr. Je dis monsieur, j'ai rien fait. Il me fait ça, on s'en fout. Ouais, enfin le seul problème c'est que c'est quand même avalisé par un certificat médical. Hein. Ouais, bien sûr, peut-être. Mais maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Donc vous confirmez les déclarations que vous avez faites au service de police. Oh, c'est clair. Et donc les policiers mentent. Bien, donc je confirme les déclarations que j'ai faites au service de police. Les policiers mentent. Tout s'est bien passé. Ouais, mais je n'ai pas commis de rébellion. Ça, c'est ce que vous m'avez déclaré. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ben voilà, quand vous dites ça, après le juge il va dire ça, il va dire quoi? Il va dire que c'est qui ment entre eux et moi. Non, mais d'accord, mais il y a une procédure, monsieur. De toute façon, forcément, on va dire que c'est moi, je veux dire. Hein? Donc on va être clair, hein. Je vous ai bien dit. C'est clair. Moi, j'ai pas prends vos déclarations. Moi, je porte pas de jugement. Pour l'instant, je prends vos déclarations. Bien. Monsieur, je vous renvoie en comparution immédiate. Vous allez être jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel. Ça veut dire quoi que je vais être jugé aujourd'hui?
Vous allez être jugé aujourd'hui, cet après-midi, par le tribunal correctionnel. Les policiers sont là. Vous risquez, je vous ai dit ce que vous risquez. Vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. C'est le maximum prévu par la loi. 3 ans pour un contrôle de papier? Non, pas pour un contrôle de papier, pour des violences volontaires sur personne dépositaire d'autorité publique. Monsieur, excusez-moi, si j'aurais... Je sais pas... Ceci dit, ça ne veut pas dire que le tribunal prononcera 3 ans d'emprisonnement, c'est le maximum prévu par la loi. Je veux dire, même 1 jour d'emprisonnement, c'est trop. Déjà, j'ai fait 3 jours de garde à vue pour rien. Vous signez le procès verbal, s'il vous plaît, là et là. Vous avez déjà eu l'impression de faire un début de jugement là? Un début de jugement, disons que moi j'oriente la procédure. Le jugement, la prise de décision sur la culpabilité ou pas, c'est pas mon travail. Moi j'estime, procureur de la République, que dans le dossier il y a suffisamment de charges pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel et directement qu'il y a suffisamment d'éléments pour le déclarer coupable. Maintenant, si le tribunal estime qu'il ne doit pas le déclarer coupable, ma foi c'est chacun ses responsabilités, mais c'est pas mon travail. Plus tard dans l'après-midi, le prévenu est emmené au tribunal correctionnel pour être jugé. Accompagné par les policiers, il passe par un souterrain qui mène directement du dépôt à la salle d'audience. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'être jugé? Je sais pas. Vous trouvez ça normal d'être jugé par des hommes comme vous? Non, c'est pas normal, je suis jugé pour rien. Vous croyez qu'ils peuvent vous juger, qu'ils sont aptes à juger? Je sais pas. C'est pas moi qui décide. Voici le magistrat qui sera présent à l'audience. Ce substitut du procureur devra démontrer au tribunal la culpabilité du prévenu et requérir une peine au nom de la société. Comment vous appréhendez cette affaire? C'est une affaire classique de rébellion, outrage à agent de la force publique par un jeune majeur qui a déjà été condamné pour des faits semblables alors qu'il était mineur. Quelle peine vous avez requis? Alors, je ne peux pas vous dire pour l'instant avec précision le quantum de la peine. Tout dépendra de l'attitude du prévenu et de sa personnalité à l'audience, et puis des explications complémentaires qu'il fournira, de même que les victimes à l'audience. Merci. À l'audience, le réquisitoire du procureur a été suivi par la présidente du tribunal. Le prévenu a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 2500 francs d'indemnité à verser aux policiers blessés. Il sortira donc libre du palais de justice. Est-ce que vous pensez que vous avez été bien jugé? J'estime que déjà j'étais jugé pour rien. Moi j'ai eu une amende, mais bon j'ai pas été fait de prison, mais bon c'est l'essentiel quoi. Maintenant je pense que le jugement s'est passé dans les règles, il n'y a pas de problème. Mais je pense que moi pour moi, seul Dieu a le droit de juger. Selon moi, maintenant je sais pas, c'est eux qui voient. C'est pas moi qui fais les règles. Vous pouvez patienter 2 minutes? Merci. Oui, c'est bon. À l'étage, le substitut de permanence est toujours dans le tourbillon des affaires présentées au parquet. Pendant qu'il enquête par téléphone, son collègue continue les auditions. Cette fois, il s'agit d'un vol de magnétoscope avec effraction. Ça va aller à l'instruction, donc il y aura une expertise médicale approfondie ultérieure. Mais dans l'immédiat, tu nous aides beaucoup parce que notre souci majeur, c'était de savoir si on était dans des coups. Fermez la porte, s'il vous plaît. Est-ce que ça fait quand même 12 condamnations à votre casier judiciaire? Dans la dernière, le 8 mars 1999, vous êtes pris 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois SME. Alors ça va s'arrêter quand, monsieur? Moi, je suis prêt à m'arrêter. Le seul problème, c'est que moi, procureur de la République, je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se fassent cambrioler parce que vous avez des problèmes. Vous me comprenez? Ouais. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. 81, vol, 82, vol, 84, vol, 85, vol, 88, 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, 92, vol, 92, vol, 93, confusion, 93, vol, 96, vol, 99, vol, et là encore, 99, vol. C'est vrai, je commets des vols au niveau de la drogue. Mais j'ai jamais tué personne, j'ai jamais agressé personne. Ah non, mais ça, c'est pas ce que je vous reproche, hein. Encore heureux. Je suis pas méchant, vous savez, je suis pas... Mais c'est pas une question d'être méchant, monsieur. C'est pas une question d'être méchant. Même si vous êtes très gentil, les gens qui sont chez eux, ils ont le droit d'être chez eux sans qu'il y ait quelqu'un qui s'introduise en passant par la fenêtre pour aller voler un magnétoscope. Vous me reconduisez au petit dépôt. Merci. Je
pas l'impression d'être un père fouettard. Je dis, effectivement, moi je représente la société. Qu'est-ce qui vous donne ce droit de représenter la société? Ah bah c'est ma fonction. Moi je juge, je suis magistrat, je juge au nom du peuple français. Et le parquet représente les intérêts de la société. Donc je le tire de la loi, tout simplement. Voilà ce que... commentaire personnel du journaliste qui a fait cette enquête, Jean-Baptiste Clavry, de l'équipe de 16 discute, a ajouté que ce substitut du procureur, selon lui, ce qu'il disait d'ailleurs aussi un peu dans la confidence, une fois que ces entretiens étaient terminés, c'est qu'en fait, il essayait d'impressionner énormément la personne coupable pour lui donner une sorte de leçon, quoi, mais qu'il n'était pas aussi dur que ça dans la vie, qu'il n'aboyait pas à longueur de journée pour le plaisir d'aboyer. Comment vous vous êtes senti, vous, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé là? En une journée, en 2 journées? Oui, alors, à sa place, je trouve que ce sujet illustre bien toute l'horreur des procédures rapides. La comparution immédiate. La comparution immédiate et d'une manière générale... On appelait flagrant délit avant, pour voilà, préciser. ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la phraséologie de la chancellerie, le traitement en temps réel. Moi, je considère que pour être jugé, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il y a une nécessité de donner des droits à la défense. Quels droits la défense peut-elle exercer lorsque on est jugé quelques heures après avoir été interpellé, quelques heures après avoir commis les faits? Quel droit la défense peut avoir lorsque la seule possibilité d'appréciation qu'a le magistrat du parquet, et il nous l'a dit, celui qui va à l'audience, de la personnalité, c'est le comportement à l'audience du prévenu. Plus le casier. Plus le casier. Donc on est dans une situation où je ne dis pas qu'une réponse rapide n'est pas toujours impossible, mais aujourd'hui on est dans l'excès. On est dans l'excès et en faisant cette politique de traitement en temps réel, on risque d'aboutir à une justice expéditive. Est-ce que pour le même dossier, Clément Schuller, un magistrat peut ouvrir des poursuites et un autre pas? Est-ce que le facteur humain peut être déterminant? Bien sûr, je crois que ça serait hypocrite de ne pas le reconnaître. Je crois que d'abord les magistrats jugent dans le cadre de la loi. Alors on a vu ces problèmes de minimum, maximum, donc ça c'est quand même le cadre dans lequel on intervient. Et cette loi, elle offre une grande liberté aux magistrats. Et si elle offre une grande liberté au magistrat, c'est précisément pour lui permettre d'exercer son office de magistrat. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un magistrat? Un magistrat, c'est une personne qui interprète, qui est investi une fonction et qui va appliquer la loi, qui va appliquer une loi générale à un cas particulier. Donc il interprète la loi, forcément. Voilà. Alors maintenant, je ne veux pas me dérober à la question que vous me posez. C'est vrai que les magistrats sont influencés par leur vécu, sont influencés par leurs sentiments, sont influencés d'une manière générale par leur dépendance. Il y a des pressions qui s'exercent sur les magistrats, il faut le savoir. Je vous parlais de cette politique de traitement en temps réel, cette politique de réponse rapide à des actes de délinquance de rue. Il faut savoir que l'institution judiciaire, la hiérarchie judiciaire, la chancellerie, l'institution policière, la gendarmerie poussent sans arrêt dans un certain nombre de cas, et surtout dans les cas qu'on a vus là dans le sujet, à donner une réponse rapide et une réponse ferme, à donner une réponse répressive. Dans quel cas avez-vous eu des états d'âme, Clément? Vous savez, pour prendre la plupart des décisions, il faut du courage, il faut beaucoup de courage. Et ce courage-là, on ne l'a pas tous les jours. Pour avoir ce courage, il faut être en forme pratiquement, il faut avoir la capacité de tenir tête. Et le courage, c'est quoi? C'est pouvoir résister à la pression de l'opinion, à la pression des institutions dont je vous parlais tout à l'heure, pour prendre une décision qui soit la plus indépendante possible. À la pression de tireurs du GIGN qui sont sur les toits, de sirènes hurlantes, qui sont en train de nous dire que le type qui est dans le box, c'est forcément quelqu'un de nécessairement dangereux, quoi. Et donc, je suis amené régulièrement à prendre des décisions. Et parfois, c'est nécessaire, hein, j'imagine. Les mesures de sécurité sont souvent très insuffisantes à mon goût. Ah oui. Clément. Bon. Allez, je donne la parole à Estelle Galerne, en se tournant du côté du box une nouvelle fois, tout en restant sur les droits et les devoirs des procureurs et des juges. On va donc écouter l'expérience d'Estelle. 28 ans, où êtes-vous, Estelle? Je suis ici. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Vous êtes passé 7 fois devant le juge, en correctionnel, ce qui vous a valu en tout 1 an et demi de prison, uniquement pour des vols de voiture?
Oui, sauf le dernier chef d'inculpation qui était violence avec arme blanche. Ah, quand même. Et vous avez volé, enfin, vous avez été condamné pour combien, je ne sais pas combien vous en avez volé, mais vous avez été condamné pour combien de vols de voitures? 4. Et c'est vous qui les avez volés toutes seules? À chaque fois, oui, toujours. Dans quel but? De les échanger contre de la drogue ou m'amuser avec pour... voilà. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti des différences de traitement selon les personnalités des juges? Bien sûr, ou déjà des rien que procureurs? par rapport à la couleur de ma peau. Moi, ça se voit que je suis typiquement française. Bon, j'ai pas cette couleur de cheveux, mais j'ai les yeux très très clairs, le teint très pâle. Et pour des mêmes chefs d'inculpation, j'ai vu des jeunes beurettes qui ont pris plus que moi, tout ça parce qu'on n'avait pas les mêmes origines. Ils lisent votre casier, tout ce que vous avez déjà fait. Ils passent à 4 autres personnes délibérées en 5 minutes. Ils vous disent si vous partez en prison ou pas. Et vous avez l'impression qu'à chaque fois c'est un coup de poker? Enfin, que pour des mêmes faits, vous pouvez sortir ou au contraire vous pouvez être enfermé? Tout dépend des magistrats, oui. Ah oui. Vous vous sentez assagi? Est-ce que quand vous avez entendu le procureur, par exemple, à Évry, donner la leçon de manière un peu brutale, parce que c'est sa méthode à lui, est-ce que ça paye sur vous? Alors franchement, non. Justement, ça me mettrait plutôt la haine que, je veux dire, c'est pas mon père pour qu'il me fasse la morale comme ça. C'est peut-être dans mon bien, mais enfin, je veux dire, il sait très bien que ça apportera rien. Là, je suis sûre qu'il a fait parce qu'il y avait la télé. Non, c'est ce que je pense, voilà. Vous vous défendez, vous, dans les procès, ou vous laissez votre avocat le faire? En général, je laisse mon avocat faire, mais bon, comme à chaque fois, je ne renie pas les faits, je préfère partir toute seule, donc je prends tout sur moi. Je prends la sentence que j'ai à prendre, je fais ma peine, et voilà. Quand je posais la question il y a quelques instants de savoir si vous étiez assagi par tous les... Bah, maintenant? Oui. Ah oui. Parce que la dernière fois, ça remonte début novembre, moi, c'est pas si loin quand même. Hein. Disons que c'était ah oui, ah non, mais c'était pour une affaire de 93 que j'ai été rejugée. Et vous dites que votre bonne tête y est à chaque fois pour quelque chose? Bien sûr. À Amiens, j'aurais dû prendre 6 mois ferme. Et j'ai fait la petite Française malheureuse. J'ai pris 1 mois. On n'est pas dans les mêmes zones que les vôtres, on n'est pas aux assises, on est au tribunal correctionnel. Mais le monsieur là, c'est Francus, il fait de la musique, j'ai vu un reportage, je crois, c'est ça, ouais. Là, il est musicien, il sort de prison depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais il a fait 18 ans de prison, lui. Hein. Oui. Pour braquage, vous avez l'impression que vous avez été jugé sur votre gueule parfois? Non, je pense pas. Non. Mais par contre... Sur ce que dit madame? Ouais. Vous lui avez posé la question de ce que lui avait appris la prison ou... Oui, si elle avait assagi, fait réfléchir, enfin la prison ou le comportement du juge d'instruction, du substitut du procureur. Moi, je crois que la justice telle qu'elle est et la prison telle qu'elle est, elle n'apprend rien, quoi. Parce que j'ai vu un nombre incalculable de personnes qui ont fait des longues années de prison, y compris pour des choses abominables, qui sont sorties, qui ont recommencé. Donc la prison telle qu'elle existe à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit un remède.